Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine et nous débuterons ce journal en nous rendant à Dubaï pour discuter avec le commissaire général du pavillon de Monaco. Malgré la chaleur avoisinant les 40 degrés, les visiteurs sont bien présents. Nous ferons le point avec Albert Croesi sur la fréquentation et l'atmosphère qui règne autour de cette exposition universelle. Les pompiers et les carabiniers de Monaco sont mobilisés autour d'une même cause, la lutte contre le cancer du sein par le biais de l'opération Octobre Rose. Ils sont l'avenir. Des élèves de la Principauté viennent de participer à leur première séance plénière d'installation de la 15e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Une initiative civique et, vous allez le voir, concrète. La jeunesse et la littérature également dans cette édition avec le lancement de la 15e édition du Coup de cœur des lycéens. Une opération destinée à faire lire les jeunes et en même temps récompenser un auteur pour son premier roman. Et pour finir, nous parlerons manipulation avec notre invité, le psychologue David Ancieux. Il participera à un débat jeudi soir à la maison diocésaine autour justement de la manipulation, ses causes, ses effets, que ce soit dans son entourage, sur les réseaux sociaux, au sein des religions également. Et nous vous demanderons à ce propos si vous vous sentez manipulé. Restez avec nous, la thématique est passionnante. Les portes de l'exposition universelle de Dubaï se sont ouvertes officiellement il y a une vingtaine de jours, le 1er octobre, pour se refermer dans 6 mois. Le thème est « Connecter les esprits et construire le futur ». Et nous sommes justement connectés avec le commissaire général du pavillon de Monaco, Albert Croesi. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes sur place, là, à Dubaï, vous nous avez mis un beau fond d'écran. Comment allez-vous et comment va votre équipe ? L'équipe va très très bien. Je suis enchanté par la qualité, les mentalités et les bonnes volontés de l'équipe, du staff du pavillon de Monaco. Et c'est remarquable. Quelle est l'ambiance au sein du pavillon ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la Principauté qui sont venus travailler autour du pavillon Monaco. Nous avons 58 personnes qui sont toutes soit monégasques, soit résidentes en Principauté de Monaco ou au plus loin des communes limitrophes. Donc, ce sont des jeunes gens qui se connaissaient tous plus ou moins. Certains ont été à l'école ensemble. Certains ont pris une année de césure pour pouvoir venir participer à cette exposition universelle. Et l'ambiance est remarquable. Nous avons logé toutes ces personnes dans Expo Village. C'est à 10 minutes du site de l'expo. Donc, ma foi, il n'y a pas de très long trajet à faire et c'est beaucoup plus agréable. Nous avons réussi à organiser des horaires de façon à ce qu'ils puissent aussi profiter de l'expo avec 2 jours de congé par semaine. Et effectivement, j'ai des tas de pays qui me disent « mais on a vu les monégasques, ils sont partout. Vous devez y être 500, il y a des monégasques de partout. » Donc voilà, cela prouve que l'ambiance est excellente. Les équipes sont très unies. Ils font de la colocation, ils sont 2 ou 3 par appartement, mais ça se passe à merveille jusqu'à présent. Quels sont les premiers résultats depuis l'ouverture il y a à peine plus de 2 semaines ? Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent découvrir ce pavillon. La Principauté a totalisé 2000 personnes dès le premier jour. Nous sommes arrivés jusqu'à plus de 10 000 entrées dimanche dernier, alors que la France en a fait 20 000, l'Italie en a fait 18 000. Donc, si on compare à la taille des pays, oui, Monaco suscite beaucoup d'intérêt. Et je pense que le visitorat, pour un début d'expo, qui plus est, c'est déjà très significatif. Qu'est-ce qui ressort de ces visites ? Quelles sont les réactions de ces visiteurs ? Un peu de surprise quand même de découvrir les manchots du centre scientifique de la Principauté de Monaco, parce que mais que font les manchots ? Les gens ne savent pas qu'il y a un centre scientifique qui étudie le changement climatique en envoyant des robots manchots pour mesurer les différences de température. Donc, les travaux sous-marins de l'Anse du Portier, la station de l'Anse du Portier est assez spectaculaire. Ça surprend énormément de monde. Le banc interactif a un grand succès puisque nous avons sur le port de Monaco le mini-pavillon. Ils sont quand même un tout petit peu surpris par les domaines d'activité ou d'expertise que l'on présente. Voilà, on s'attend Monaco, le tourisme, le casino, le luxe, etc. Et là, on a montré d'autres facettes de la Principauté qui étaient méconnues et visiblement, ça confirme que nous avons bien fait. Les gens sont fortement intéressés. Et puis, il y a une date là importante qui va arriver assez vite, c'est le 13 novembre. Et oui, nous sommes à peine 3 semaines de l'événement. Le 13 novembre sera donc le jour de la Journée nationale de Monaco. Sur le site où nous aurons l'immense privilège de pouvoir accueillir les ballets de Monte-Carlo de Jean-Christophe Maillot qui joueront Corémeux. Il y aura également une troupe de 26 artistes du Monte-Carlo Festival qui va faire un très joli spectacle. Et nous offrirons également à l'expo, puisque c'est ouvert au public, à tout public,
un très beau concert de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Est-ce que l'on ressent un peu la crise sanitaire là, dans l'exposition universelle, que ce soit dans les autres pavillons ou le vôtre? On sent la crise sanitaire ou pas du tout? Bien sûr, le masque est obligatoire sur tout le site de l'expo. Dans tous les pavillons, nous prenons garde à ce qu'il y ait une certaine distanciation. Ça ralentit un tout petit peu les visites des pavillons, mais je pense qu'à l'époque actuelle, c'est indispensable. Ça ne va pas au-delà de ça. Nous ne pouvons pas parler de staff de pavillon, d'un pavillon ou d'un autre qui aurait été malade. Nous n'avons pas encore eu connaissance de cas Covid sur le site de l'expo, quoi qu'il en soit. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'exposition de Dubaï, qui a été inaugurée début octobre pour 6 mois d'aventure jusqu'à fin mars. Merci Albert Croisi. Ouais. Je vous en prie Fabien, merci beaucoup et puis à très bientôt. Le premier point sur l'information à présent avec vous Vanessa Dessy, bonsoir. Dans le cadre d'Octobre Rose, la mobilisation s'est étendue à la force publique monégasque. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, en soutien aux malades du cancer du sein et afin d'encourager le dépistage, les sapeurs-pompiers de Monaco ainsi que les carabiniers du Prince ont épinglé le fameux ruban rose sur leur uniforme. L'objectif premier de cette action étant de mobiliser les femmes et leur entourage en les sensibilisant par l'information. Aujourd'hui, l'enjeu est d'insister sur l'importance du dépistage précoce et de contribuer par des financements ciblés au progrès de la recherche afin d'éradiquer la maladie. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé son 3e petit déjeuner conférence de l'année. La proposition de loi relative à l'encadrement de la profession de marchand de biens était au cœur des discussions. L'objectif de ce texte est de valoriser et de protéger les professionnels qui contribuent à produire de la valeur ajoutée et à enrichir le patrimoine immobilier monégasque. Parmi les intervenants, Stéphane Valéry, président du Conseil national, et Alain Vivalda, président de la Chambre immobilière monégasque. Une conférence économique a eu lieu ce mardi soir sur le thème « L'inflation dans tous ses états ». Quelles sont les causes et les conséquences du retour de l'inflation? Doit-on s'inquiéter? Vaste sujet sur lequel Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance, a tenté d'y répondre lors de cette conférence. Ce dernier pense que la réouverture de l'économie ne peut se faire sans désordre. Les chaînes de valeur intrants industriels et le marché de l'emploi portent en eux le spectre d'un retour de l'inflation. La semaine européenne de la réduction des déchets se déroulera jusqu'au 28 novembre prochain. Il s'agit d'une initiative européenne qui invite les pays volontaires à promouvoir la réalisation d'actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des déchets. Le thème proposé de l'édition 2021 est réseau d'économie circulaire. En ces temps de crise sanitaire, l'importance est au contact humain et à la solidarité. Un certificat de participation a été remis à plusieurs acteurs forts de la Principauté au musée océanographique ce mercredi matin. Parlons éducation. À présent, aujourd'hui se tenait la séance plénière d'installation de la 15e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Une initiative civique à laquelle Yannick Debeuvert et Alexandra Marangoni se sont rendus. C'est un conseil économique, social et environnemental bien rajeuni qui s'est réuni cet après-midi au lycée hôtelier de Monaco. Pour la 15e année consécutive, des lycéens de la Principauté comptent bien imposer leurs idées et participer au développement de la Principauté. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de pouvoir contribuer à ce que les jeunes monégasques et habitants de Monaco passent un meilleur temps. Déjà, c'est enrichissant, on apprend sur de nouveaux sujets et puis de passer devant toute une assemblée, c'est quand même intéressant, ça met un peu la pression, mais c'est intéressant. Notre but, c'est pas simplement de leur prodiguer des enseignements, mais c'est de leur donner la parole afin qu'ils puissent intervenir dans la société, dans la vie de tous les jours. Le CESE, désireux de vouloir investir les jeunes dans la vie de la Principauté, créé en 2007, le Conseil économique et social des jeunes, en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Tout au long de l'année, les membres de l'Assemblée consultative accompagneront les 35 lycéens dans le développement de leurs projets avec l'aide des professeurs référents. L'objectif, c'est de leur permettre de rentrer dans la société civile, d'appréhender les institutions monégasques, le fonctionnement de notre CESE. Ils ont une vision qui est la même que la nôtre, mais avec 20 ans d'avance quelque part. Donc ils apportent beaucoup. C'est sûr, c'est toujours assez agréable à voir dans le CV la note CESE de Monaco. Donc clairement, en plus de l'expérience, ça peut être que du positif. Au-delà d'une participation active au développement de Monaco,
Ce conseil permet aux jeunes de se développer mentalement et intellectuellement. Ils se confrontent au dialogue, au débat et aux enjeux multifactoriels. Tous leurs vœux, travaillés durant cette année scolaire, seront ensuite présentés et votés en mai lors de la séance plénière de clôture. C'est donc la 15e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Eh bien, hasard du calendrier, au même moment a eu lieu le lancement, là aussi, de la 15e édition du coup de cœur des lycéens. Un rendez-vous à ne pas manquer en octobre pour les élèves de seconde. Reportage de Juliette Rappert et Massimo Piantoni. C'est une aventure littéraire qui commence, comme chaque année depuis 2007, des lycéens des 3 établissements de la Principauté se donnent rendez-vous en octobre pour composer le jury du coup de cœur des lycéens. Les professeurs ont sélectionné 7 nouveaux romans qu'ils proposent à leurs élèves. Donc la présentation, c'est un bref résumé de l'intérêt de lire, de l'intérêt de rentrer dans un jury en fait, puisque ces jeunes gens et ces jeunes filles vont avoir la charge assez merveilleuse mais difficile de lire ces livres et d'en choisir. 7 nouveaux romans sortis entre août et septembre 2021 ont été présentés. Certains ont hâte, d'autres vont découvrir les joies de la lecture. Je ne suis pas une très grande lectrice, donc ça peut peut-être m'aider à un peu plus me pousser à lire. Et puis après, moi j'ai choisi un livre qui me correspond plus, donc dans la musique. Et ça peut être vraiment intéressant, en plus le fait de partager nos ressentis. J'aime bien lire, donc c'est enrichissant. Et avoir l'occasion de lire 7 livres et de rencontrer leurs auteurs, je pense que c'est une chance. Et cette année, c'est un anniversaire particulier pour ce prix littéraire. Le fait que ce soit le 15e anniversaire du prix des lycéens prouve d'une part la pertinence de ce prix, puisqu'il dure, et nous permet de vérifier que d'année après année, l'engouement est de plus en plus grand. Rendez-vous donc en février prochain pour la prochaine étape de cette nouvelle édition. Sommes-nous manipulés? Voici la question que pose l'Église en Principauté, ou plus exactement le diocèse de Monaco. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un débat ce jeudi à 19h30 à la maison diocésaine. Parmi les débatteurs, un psychologue, et qui est avec nous ce soir, David Ancio, bonsoir. Bonsoir. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la rencontre de la population pour savoir si elle se sentait manipulée. Voici les réponses au micro d'Alexandra Pagny. On se retrouve pour en discuter dans une petite minute. Je pense d'avoir mes idées et donc d'avoir mon pouvoir de décision. Donc non, je ne me sens pas manipulé. Un petit peu, parce que c'est vrai qu'on nous donne des infos, des infox, et après c'est vrai qu'ils gèrent un peu comme ils veulent et comme ils pensent, mais bon, on est obligé de suivre. Non, je me sens pas vraiment manipulé, mais on est contraint à beaucoup de contraintes justement, donc on peut plus trop sortir. Maintenant la vie reprend un peu. Mais non, je pense qu'on est dans un endroit assez libre, on fait encore ce qu'on veut. Dans les médias, il y a des sujets qui sont travaillés de manière obsessionnelle. Et donc il faut avoir un peu de recul et de sens critique naturellement. Il faut faire attention, il faut essayer d'avoir son libre arbitre et voilà, tout simplement. Après, il faut peut-être pas tout prendre à la lettre. Nous sommes de retour avec notre invité, David Ancio. On a pu le constater, l'avis est partagé. Je le rappelle, vous participez à un débat sur le thème « Sommes-nous manipulés » au diocèse de Monaco ce jeudi. Alors déjà, quelle est la définition d'une manipulation ? Alors une manipulation, en fait, consiste principalement en un acte de communication. En fait, c'est principalement de la communication. C'est un acte d'influence dans lequel une personne, le manipulateur, va tenter d'obtenir un avantage en manipulant une autre personne. La différence entre la manipulation et la persuasion est que dans la persuasion, on va tenter d'obtenir un avantage pour les deux parties, alors que dans la manipulation, l'avantage ne concerne que le manipulateur. Et quels sont les exemples de manipulation, d'emprise psychologique que l'on peut subir au quotidien ? Il y en a beaucoup. Il peut y avoir le phénomène sectaire, bien entendu, mais également des influences qui sont beaucoup plus anodines. Prenez l'exemple de la publicité, par exemple. On sait que ça a un effet sur nous. Des fois, on est tenté d'acheter un produit auquel on n'aurait pas forcément pensé s'il n'y avait pas eu de la publicité qui nous incite à acheter. Et ça peut avoir des aspects plus graves qu'une simple publicité. Ça peut être dangereux, comme ça, de se faire manipuler ?
Oui, bien sûr, parce qu'on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'emprise psychologique, c'est-à-dire que la personne perd toute faculté d'exercer sa liberté, d'exercer son propre choix. Elle passe sous l'influence totale du manipulateur. Vous avez des exemples aussi de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, hein. Ce sont les personnes qui sont prises en otage et qui sont absolument fascinées par leur preneur d'otage. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui se sentent manipulées? Que faut-il faire? Quelles sont les solutions? Alors, je pense que la première solution, c'est déjà considérer que tous nous sommes potentiellement manipulables. Il n'y a pas, je dirais, d'élément qui peut nous protéger. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de, je dirais, de force de caractère. Potentiellement, nous sommes tous manipulables. Donc déjà, avoir conscience que nous pouvons être sous influence dans bien des circonstances. Et deuxièmement, c'est que lorsqu'on a un doute, lorsqu'on a l'impression que notre liberté est entravée, que nos capacités de choisir sont fortement limitées ou fortement orientées, se poser les bonnes questions, se dire mais tiens, est-ce que la personne qui me donne soi-disant des conseils ou qui cherche à m'influencer, est-ce qu'elle le fait dans mon intérêt ou est-ce qu'elle le fait dans son intérêt? Quel message finalement vous voulez faire passer aux jeunes et plus généralement aux personnes qui vont venir écouter cette conférence débat? Le message principal, c'est d'essayer d'avoir une sorte de grille de lecture, c'est ce qu'on va essayer de faire passer durant la conférence, une grille de lecture pour repérer justement les personnes qui ont des tendances manipulatrices, mais également repérer les situations qui tentent à la manipulation. Et vous êtes donc psychologue, vous avez vous-même des cas de personnes manipulées à un degré important? Oui, malheureusement, ce sont des cas qui sont relativement fréquents. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de société qui font que les gens sont un peu moins cadrés et donc certains profils de personnalité, notamment le fameux pervers narcissique, sont des profils de personnalité qui aujourd'hui se retrouvent un peu plus fréquemment. Et donc bien entendu, le nombre de victimes va en augmentant également. Nous sommes à une période où justement la manipulation est importante sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'on est manipulé au travers de ces réseaux sociaux? Je pense par exemple aux fake news que l'on ne vérifie pas et que l'on relaie comme ça allègrement. Toute information qui est reçue sans filtre, sans esprit critique, sans vérification, forcément on met le doigt dans l'engrenage de la manipulation. D'un point de vue peut-être plus philosophique, on va dire, je vais vous piquer un peu là, mais est-ce qu'un psychologue ou un psychiatre finalement manipule son patient? Est-ce que vous êtes par exemple là en train de me manipuler? Très bonne question. Alors en théorie, on n'est pas censé manipuler son patient puisqu'on agit toujours dans l'intérêt du patient. On peut être amené parfois effectivement à jouer un petit jeu relationnel, si je peux dire ça comme ça, pour parfois débloquer certaines situations avec le patient, mais c'est toujours dans son intérêt et c'est toujours dans le plus grand respect du patient et encore une fois dans le respect de sa liberté et de sa capacité à choisir. Et si on veut aller plus loin, puisque c'est un débat que vous proposez au diocèse de Monaco, est-ce que l'on peut dire que la religion manipule aussi, ou peut manipuler, parce qu'il est question de demander, de croire à quelque chose que l'on n'a pas vu, dont on n'est pas sûr? C'est pas une forme de manipulation? Là, on pourrait très facilement tomber dans une situation de manipulation puisqu'on demande de faire le saut de la foi. Il faut croire en quelque chose qui n'est pas forcément tangible de prime abord. Et d'ailleurs, on l'a encore vu récemment, malheureusement, avec le rapport Sauvé en France, où des gens peuvent se faire piéger par des personnes qui représentent une figure d'autorité dans le monde religieux. Mais écoutez, là, cette conversation donc, était très intéressante et nous ramène un rendez-vous, un débat ce jeudi à 19h30 à la maison diocésaine. Merci David Ancio. Merci à vous. Nous vous retrouvons Vanessa pour un deuxième point sur l'information. Le Monaco Press Club a reçu François Tron, spécialiste de la télévision. Professionnel renommé de l'audiovisuel francophone, François Tron a participé à la création de France Info, puis directeur des programmes de France 2. Il a mis de nombreuses émissions cultes à l'antenne. François Tron vient tout juste d'être nommé à la direction des contenus de la chaîne parlementaire. Sa venue en principauté aura permis d'évoquer l'avenir de Monaco à travers la télévision. À noter une messe de requiem pour les défunts. La messe de requiem pour les défunts de l'Amicale des aînés monégasques sera célébrée en l'église Saint-Dévote le mercredi 3 novembre à 18h. Tous les membres de l'Amicale et les sympathisants sont invités à y assister. Le team EFG Monaco performe dans l'international 3 étoiles de Fontainebleau. Le 15
Et le 16 octobre dernier, le Grand Parquet recevait l'élite mondiale des cavaliers d'endurance équestre afin de s'affronter sur les pistes de la forêt de Fontainebleau. Le team EFG Monaco a aligné la course d'endurance internationale 3 étoiles sur 140 km. 4e place pour Henry David Gage et la meilleure récupération cardiaque pour Tonique de Gargansa. Prochain gros challenge pour Laura Gramaglia qui relèvera le défi de prendre le départ de la 3e course la plus difficile au monde. La météo, quel temps fera-t-il ce jeudi ? Eh bien, le temps se dégrade malheureusement, Fabien. De la pluie est attendue durant la matinée, quelques éclaircies dans l'après-midi, mais le ciel restera chargé. Les températures resteront tout de même douces, entre 15 et 21 degrés. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 18h39. Et nous fêterons les Célines. Merci Vanessa. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Mais avant cela, comme chaque jour, vos photos de fin de journal. Nous vous l'avons dit, le mois d'octobre depuis 1985 est le mois dédié à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche à travers l'opération Octobre Rose. C'est symbolique, mais ça a son importance. Vous l'avez vu, les pompiers et les carabiniers de Monaco se sont mobilisés et portent un ruban rose sur leur tenue. Ce sont des photos prises par Manuel Vitali et Michael Alési. Je vous propose de retrouver demain Émilie Rousseau, ici même, à 19h. Merci de nous rester fidèles. Et à très bientôt. Au revoir.